Bonjour à tous et bienvenue dans Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Une petite pensée pour commencer pour Elisabeth Noir qui est victime de l'épidémie de grippe à laquelle nous souhaitons évidemment un prompt rétablissement. Et nous la retrouverons et vous la retrouverez bien sûr très rapidement sur Radio Rythme Bleu. L'invité de Transparence aujourd'hui est la vice-présidente du Rassemblement et chef du groupe Avenir en Confiance au Congrès, Virginie Ruffnac. Bonjour. Bonjour. Alors vous partez dans quelques jours à Paris pour participer aux discussions bilatérales qui auront lieu du 7 au 14 avril, comme l'avait annoncé le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, lors de son séjour sur le territoire au début du mois. Nous allons revenir évidemment sur ce rendez-vous et ce que vous en attendez. Mais vous partez après avoir présenté en début de semaine la feuille de route du Rassemblement pour les discussions sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Une feuille de route, alors de quoi s'agit-il et pourquoi maintenant ? Écoutez, pour le nouveau président Alcide Ponga du Rassemblement, il était important que notre mouvement soit en ordre de marche avant ces discussions à Paris. D'abord parce que, vous savez, notre mouvement, il a une petite particularité, c'est qu'il a un ancrage historique. Le Rassemblement, c'est celui qui a signé les différents accords face au FLNKS par le passé. Et cet ancrage un peu historique et territorial aussi, il nous oblige à être en responsabilité dans le cadre de ces discussions aujourd'hui. L'objectif de cette feuille de route, c'est à la fois qu'elle dise aux Calédoniens ce que porte le Rassemblement, mais c'est aussi de faire un pas vers les autres non-indépendantistes pour partager avec eux ce document. Vous savez que nos collègues loyalistes ont déjà proposé leur propre feuille de route. Je pense qu'il y a énormément de convergence entre nous. Et donc notre objectif, évidemment, c'est de se caler avant ces bilatérales entre nous, de manière à parler d'une seule voix, bien sûr. C'est-à-dire que vous avez choisi de la sortir justement avant ces rendez-vous parisiens parce qu'elle vous servira aussi de base dans les discussions qui pourront avoir lieu à Paris ? C'est exactement ça, sur l'ensemble des sujets majeurs. Alors même si visiblement ce premier ronde de discussion évoquera principalement deux sujets, celui du corps électoral et puis du droit à l'autodétermination. Mais au-delà de ces sujets, nous avons voulu pour le Rassemblement effectivement nous poser et partager aussi avec nos militants, puisque comme vous le disiez, ça a été lors d'un comité directeur élargi de notre mouvement que ce document a été partagé, discuté et modifié d'ailleurs, avant d'avoir ce document définitif que nous avons rendu public. Alors on va prendre quelques points de cette feuille de route pour essayer de voir ce que porte le Rassemblement pour ces discussions pour l'avenir. Et notamment, il réaffirme, la feuille de route réaffirme la volonté de la prééminence provinciale et le principe de différenciation. Vous le savez, c'est un principe qui visiblement est difficile à comprendre. Est-ce qu'on peut réexpliquer ce que c'est que cette différenciation provinciale ou la prééminence des provinces dans l'avenir de la Nouvelle-Calédonie ? Bien sûr, en fait, surtout on fait référence au passé, puisqu'en fait en 88, quand la Nouvelle-Calédonie crée les provinces, eh bien précisément les provinces sont les collectivités qui ont la compétence principale. Vous savez, on dit la compétence de principe. C'est-à-dire que la majeure partie des compétences sont dédiées aux provinces. Et puis, pendant 10 ans, il y a de la stabilité, il y a du développement économique, il n'y a pas de guerre véritable entre 88 et 98, parce que finalement, chacune des provinces développe sur son territoire ses propres orientations en fonction de ses réalités pour des territoires provinciaux qui ont de réelles différences entre eux. Et puis, quand on met en œuvre l'accord de Nouméa en 98, la mise en œuvre elle-même rompt un peu avec ce principe et finalement, les transferts de compétences, tous ces transferts sont faits en direction de la Nouvelle-Calédonie. Et progressivement, on remonte les compétences vers la Nouvelle-Calédonie. Quel est le résultat de cela ? Aujourd'hui, au Congrès, vous le voyez, c'est flagrant. Nous nous battons quotidiennement parce que telle ou telle disposition relève de la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que nous devons nous mettre d'accord au Congrès sur tout un tas de sujets pour lesquels, par exemple, il y a souvent des divergences, notamment entre la province Nord et la province Sud. J'en veux pour preuve le nickel. Vous vous rappelez, Jean-François, la province Sud voulait de la modulation, la province Nord n'en voulait pas. Elles sont légitimes toutes les deux, elles ont chacun leurs orientations possibles. Il fallait qu'un seul dispositif et donc on se bat pour que l'un gagne ou pas l'autre. Nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de revenir à un fonctionnement qui a fait ses preuves et qui a apporté stabilité, paix sociale en Nouvelle-Calédonie et aussi développement. C'est redonner la compétence principale aux provinces et ne pas oublier surtout aussi les communes, qui sont des collectivités très importantes. Alors certains disent que cette prééminence provinciale ouvre la porte à une partition. C'est une critique qu'on a entendue. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Le débat de la partition, il est clos depuis très longtemps. C'est-à-dire que de toute façon, la Calédonie a choisi, enfin en tout cas les Calédoniens, ont choisi par 3 fois de rester au sein de la République française. Donc il n'y a plus de possibilité d'indépendance et que la feuille de route, aujourd'hui, elle est claire, elle est au sein de la République. La partition, c'est si une des 3 provinces demandait l'indépendance. C'est plus possible.
possible. Donc ça n'a jamais été notre vocation, c'était vraiment de revenir à quelque chose qui a fait ses preuves dans le passé et qui aujourd'hui, eh bien, a un intérêt pour l'avenir. Alors, est-ce que ça veut dire que la prééminence des provinces supprime un échelon territorial? Est-ce qu'il y a besoin d'une instance de coordination ou pas, selon vous? Oui, nous, on maintient un échelon territorial. On considère que pour l'unité de la Nouvelle-Calédonie, il faut maintenir un échelon territorial. Nous proposons que, d'ailleurs, ça soit vraiment cette instance territoriale, un lieu de coordination et de concertation entre nos 3 provinces pour vraiment regarder tous ce pourquoi on a donc intérêt à agir au niveau territorial. Et vous le voyez bien, aujourd'hui, voilà, cette concurrence entre les provinces n'est pas saine. Et on propose même que pour cette instance territoriale, il y ait une présidence tournante, finalement, entre les 3 provinces. Vous voyez bien, aujourd'hui, les guerres pour être président du gouvernement. Parfois, pendant des mois et des mois, on n'a pas eu de gouvernement parce que, faute de pouvoir désigner, élire un président du gouvernement. Il faut arrêter ces guerres de pouvoir et le fait d'avoir quelque chose de tournant rend le système plus collaboratif, plus solidaire, moins en concurrence, plus en complémentarité. Alors évidemment, l'un des points qui concerne l'avenir et qui sera sans doute discuté à Paris lors des prochaines discussions bilatérales, c'est la question du corps électoral qui est aujourd'hui gelé. On sait que les loyalistes souhaitent avancer sur ce sujet-là. D'abord, est-ce que c'est possible d'avancer et peut-être déjà dès les discussions bilatérales à Paris sur ce sujet? Et qu'est-ce que propose le Rassemblement dans sa feuille de route? Ça n'est pas possible d'avancer, c'est une obligation d'avancer. Et d'ailleurs, je vais révéler quelque chose pour les Calédoniens qui n'a pas encore été dit et qui nous a d'ailleurs été confirmé dernièrement par le Haut-Commissariat. Aujourd'hui, toutes les nouvelles inscriptions de jeunes sur la liste électorale provinciale sont caduques. Alors, je vais expliquer pourquoi. Parce que vous savez, le gel du corps électoral, il a conduit à ce que seuls ceux qui étaient en vocation de voter en 98, vous savez, pour l'accord de Nouméa, et leurs enfants puissent être inscrits sur les listes. Ça veut dire que les petits-enfants ne sont pas prévus. Donc je vais prendre un cas d'école, un cas très concret. Vous avez un jeune homme qui a 18 ans en 1999. Son papa peut voter pour l'accord de Nouméa. Donc lui aussi peut être inscrit sur la liste provinciale parce que son papa peut voter en 98. Donc lui, il le pourra, mais ce jeune homme-là qui a 18 ans en 99, 2 ans plus tard, en 2000 ou en 2001, il a un propre enfant lui-même. Eh bien, en 2019 ou en 2020, quand cet enfant a 18 ans, eh bien, il ne peut plus être inscrit parce que c'est le petit-fils de celui qui était en capacité de voter en 98. Ça veut dire qu'on voit bien que ce gel du corps électoral, il n'avait une portée que transitoire. Aujourd'hui, on fait un recours sur tous les jeunes. Et alors là, il n'y a pas de statut coutumier de droit commun, c'est tout le monde. Tous les jeunes qui ont été inscrits et qui sont les petits-enfants de ceux qui avaient voté en 98, et ça fait quand même un certain nombre d'années qu'il doit y en avoir, on peut tous les faire radier. Vous imaginez un petit peu cette situation? Ce que je veux dire, c'est que le corps électoral provincial est aujourd'hui caduque, et donc il y a une nécessité, évidemment, à ouvrir ce corps électoral. Alors ouvrir jusqu'où et comment? C'est la question. Vous savez que nous n'avons pas voulu mettre de durée parce qu'on considère que l'ouverture est de mise aujourd'hui. Donc on a inscrit dans notre document sur le principe général d'inscription. Et puis, évidemment, on s'inscrit dans le fait de construire, parce que c'est ça qui est important aussi, une citoyenneté inclusive. Quel est notre objectif? C'est que chaque jeune Calédonien qui naît sur notre territoire, ses enfants et les suivants, ils se sentent, et ceux qui arrivent, et au bout d'une certaine durée, ils se sentent inclus dans notre société, qu'ils aient envie de développer notre territoire, de participer et de mettre leur pierre à l'édifice. Donc c'est ça, c'est de construire cette citoyenneté positive. D'ailleurs, je note dans le communiqué du FLNKS, qui est assez outrancier par ailleurs, mais qu'il y a une phrase sur le corps électoral qui dit « Nous sommes attachés au corps électoral citoyen de l'accord de Nouméa ». Je veux rappeler au FLNKS que le corps... Il dit, la phrase exacte, c'est « Le corps électoral citoyen reste un acquis irréversible de l'accord de Nouméa ». Bien, le corps électoral de l'accord de Nouméa, il n'était pas gelé. Le corps électoral de l'accord de Nouméa, tous les Calédoniens ont voté sur un corps glissant de 10 ans à l'époque. Donc il faudra qu'ils nous expliquent, le FLNKS, si ils sont d'accord pour retourner vers un corps glissant. En tous les cas, évidemment, aujourd'hui, on ne peut plus en rester ainsi. Et l'ensemble des hommes et des femmes qui, depuis des années, vivent et développent notre territoire, ainsi que leurs enfants qui sont nés, d'ailleurs, pour certains en Calédonie, doivent être citoyens de notre territoire. Alors, dans cette feuille de route que le Rassemblement a présentée en début de semaine, il y a aussi, et vous l'évoquez, la question de l'autodétermination et des référendums qui en découlent. Là, vous souhaitez aussi que le mode éventuel de désignation de ces éventuels référendums puisse changer, que ça n'appartienne pas aux seuls élus. C'est-à-dire que vous demandez quoi? Vous espérez quoi? En fait, ça n'est pas possible que des élus au Congrès
Congrès décide seul d'une chose aussi importante que remettre en place un processus pour redemander à nouveau aux Calédoniens s'ils souhaitent être questionnés sur leur appartenance ou non à la République française, s'ils souhaitent que la Nouvelle-Calédonie ils soient à nouveau questionnés sur ce sujet. Donc ça n'est pas possible que les élus décident seuls. En tout cas, moi, je ne me sens pas légitime et je considère que les élus ne le sont pas. Je considère que cette question est très intime à chaque Calédonien. C'est la raison pour laquelle nous on dit pourquoi ne pas un jour, alors pas maintenant, enfin je veux dire, là on vient de vivre 3 référendums, on en a assez souffert. Donc d'abord, il faut que, si on pose la question de savoir, si on pose la question quand même de savoir s'ils veulent à nouveau être questionnés un jour, ça ne doit pas se faire demain. Mais en tous les cas, ça passe forcément par une consultation des Calédoniens, un vrai référendum pour leur demander s'ils veulent encore qu'on leur pose la question. Pour nous, c'est une nécessité. Et puis si un jour ce processus est mis en place, s'il devait être remis en place, il devrait être demandé, il ne pourrait être demandé pour nous uniquement par une très large partie de la population et non pas quelques élus au Congrès, ça n'est pas possible. Alors cette feuille de route existe, elle est partagée évidemment par les adhérents, vous l'avez dit, vous l'avez préparée ensemble, vous allez la porter à Paris lors des discussions bilatérales. Ce sera pour vous une feuille de route dans les discussions, franchement, avec tous les interlocuteurs que vous aurez ? Oui, bien sûr, je vous le disais, notre objectif, c'est d'aller vers nos collègues loyalistes, de partager effectivement avec eux cette feuille de route, d'essayer d'avoir une unité. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'avenir de la Nouvelle-Calédonie passera par une réforme constitutionnelle, puisque la Constitution doit être modifiée sur le corps électoral, sur tout un tas de sujets. Cette réforme constitutionnelle devra obtenir une majorité en métropole au niveau du Parlement, c'est-à-dire les 3/5 du Congrès de Versailles. Cette majorité, elle ne peut pas se faire que sur la majorité présidentielle. On l'a vu sur la réforme des retraites, pour avoir 3/5 du Congrès. C'est que nous, on appartient à une famille politique qui est celle des LR. Et donc, nous souhaitons emmener notre famille politique complètement aussi dans ce que portera le président de la République et le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, de manière à ce qu'il y ait vraiment une unité, une vraie majorité, qu'il s'agisse de l'Assemblée nationale ou du Sénat, de manière à ce qu'il n'y ait pas de politique politicienne sur la Nouvelle-Calédonie à Paris et que vraiment on aille vers un accord qui donne de la visibilité à chacun des Calédoniens. Est-ce que vous savez déjà comment vont se dérouler ces bilatérales à Paris ? Est-ce qu'il y a eu des précisions sur le calendrier, les ministres qui seront disponibles, ceux que vous allez rencontrer ? Est-ce que les choses sont un peu avancées ? Pour l'instant, on sait qu'on sera pris le 7, le 11, le 12, le 13 et le 14. La Première ministre, en tout cas dans le courrier qu'elle m'a adressé en tant que chef de groupe, mentionne effectivement cette durée du 7 au 14 pour ces discussions. On a aujourd'hui un calage sur le rendez-vous avec la Première ministre qui sera le mardi 11. On pressent que dans la semaine, le 12 et le 13, probablement, ça sera le ministre des Outre-mer qui nous recevra, mais sans confirmation à ce stade. On évoque aussi l'Assemblée nationale. Tout cela, pour l'instant, n'est pas confirmé à ce stade. Alors, la suite, évidemment, parce que tout le monde parle de ce fameux calendrier, ces discussions se mettent en place. Normalement, la prochaine étape, c'est au mois de mai, avec la venue à nouveau de Gérald Darmanin en Nouvelle-Calédonie. On connaît le contexte politique en métropole qui est un petit peu compliqué. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le calendrier va pouvoir se dérouler ? Est-ce que c'est important qu'il se déroule ? Et est-ce qu'il peut y avoir des interférences avec ce qui se passe aujourd'hui en métropole et les tensions sociales autour notamment de la réforme des retraites ? Ben, nous espérons que voilà, le calendrier calédonien sera maintenu et évidemment, nous ne sous-estimons pas les grandes difficultés qui ont lieu en métropole, notamment sur la réforme des retraites. Nous comprenons que c'est très difficile pour ce gouvernement. Moi, je dois dire que j'aime bien la méthode Darmanin, je le dis, parce que c'est un homme qui a la parole franche, en tout cas qui a affirmé un certain nombre de choses. Maintenant, il y a la parole et puis il y a les actes, et nous espérons véritablement que les actes seront mis en relation avec la parole, parce qu'il a le mérite de ne pas avoir deux discours en fonction de ses interlocuteurs. Il a affirmé un certain nombre de choses, et donc nous soutiendrons en tout cas le ministre pour avancer sur le sujet calédonien. C'est une nécessité. On a passé 10, 20 ans de notre vie à mettre le sujet de la Nouvelle-Calédonie sous le tapis. C'est plus possible aujourd'hui. Nous aussi, nous avons des tensions sociales et des difficultés humaines dans ce territoire. Et nous avons besoin de demander d'avoir de la visibilité pour l'avenir, parce que beaucoup de Calédoniens quittent le territoire aujourd'hui. Et il faut cesser cette hémorragie. Nous ne sommes plus, et c'est un triste constat, un territoire attractif
alors que nous avons tous les potentiels pour le rester et pour l'être. Et donc, il faut inverser cette tendance. Et en tout cas, moi, je compte sur le ministre pour mener à bien, effectivement, ces discussions. À quel moment la famille non indépendantiste va se réunir un peu plus dans ces discussions pour faire front commun? Vous l'avez rappelé, vous présentez votre feuille de route, les loyalistes ont aussi présenté leur projet. À quel moment, on ne va pas parler de fusion parce que ça n'arrivera probablement pas, mais à quel moment la famille non indépendantiste se mettra d'accord pour discuter d'une seule voix? Je pense qu'il faut vraiment rassurer les Calédoniens. C'est en bonne voie. J'ai entendu le maire de Païta sur vos ondes cette semaine dire qu'il y avait très peu d'écart, de positionnement, de vision entre eux et nous. C'est vrai. Il y a vraiment. Et puis on travaille bien ensemble. Donc il faut vraiment rassurer les Calédoniens. D'ailleurs, on l'avait dit. Effectivement, il y a eu des candidatures divergentes aux législatives, mais pour autant, nous avons été unis sur beaucoup de sujets essentiels pour la Calédonie. Et là, nous le saurons vraiment. Il faut vraiment que les Calédoniens soient rassurés là-dessus. Il n'y a pas de doute possible. Nous allons nous voir avant ces discussions. Nous construisons chaque jour ensemble. On n'a pas besoin de fusionner pour bien s'entendre et vraiment travailler ensemble et parler, comme vous le disiez, d'une seule voix, c'est-à-dire porter un projet commun. Nous travaillons beaucoup avec Sonia Backès, évidemment, avec Gilles Brial, avec Nicolas Mesdorf également aujourd'hui. Enfin voilà, il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc rassurer les Calédoniens. Et puis après, l'autre perspective, c'est aussi les élections à venir cette année, notamment les élections sénatoriales. On allait y venir puisque Pierre Frogier a annoncé d'ores et déjà sa candidature pour les élections sénatoriales qui auront lieu au mois de septembre. C'est une déclaration qui a fait beaucoup réagir. Elle est pour vous légitime et naturelle ? Oui, elle est légitime puisque Pierre Frogier est l'un de ceux qui ont déposé le plus tôt sur la table un projet d'avenir pour la Nouvelle-Calédonie, que c'est un homme, alors ce projet pouvant être critiqué ou pas, vous voyez que le Rassemblement s'en inspire très largement aujourd'hui, et qu'il est repris d'ailleurs par ailleurs, on le voit, mais c'est un homme surtout de grande influence. Alors certes, c'est un homme discret, c'est sûr que c'est pas notre génération à cliquer tous les jours sur Facebook dès qu'on fait quelque chose, c'est sûr que c'est un homme plutôt de discrétion, mais c'est un homme de grande influence et qui est totalement reconnu à Paris, à la fois dans ses collègues, il a une proximité avec le président du Sénat, et finalement, cette personnalité est importante dans ce que le président de la République construira sur la Nouvelle-Calédonie, parce que je vous le disais, pour avoir un accord sur la Calédonie, il faudra aller chercher 3/5 au Congrès de Versailles, il faudra aller au-delà de la majorité présidentielle. Et en ce sens, Pierre Frogier est capable de rassembler derrière lui sa famille politique pour pas qu'il y ait de sujet là-dessus et que la Calédonie puisse évoluer vers de nouvelles aspirations. Vous partez confiante pour ces rendez-vous parisiens? Vous pensez qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en route et que le dossier avance comme il faut? Alors écoutez, moi je suis plutôt d'une nature assez enthousiaste, en tout cas je suis déterminée, nous sommes déterminés, nous savons que nous devons défendre les Calédoniens, nous devons défendre ceux qui par 3 fois, malgré toutes les oppositions qui ont été faites en matière de restriction du corps électoral, en matière de questions posées au référendum qui ne nous étaient pas favorables, ont affirmé leur volonté permanente que notre territoire reste au sein de la République française. Comment faire mieux que cela? Et nous avons cette responsabilité au cœur de défendre ces Calédoniens, mais nous avons aussi conscience que la loi de la majorité a ses limites et que c'est seulement dans un dialogue et une reconstruction avec nos partenaires indépendantistes qu'on arrivera à avoir de la stabilité et de la sérénité pour notre territoire. Et nous, ce qu'on veut, c'est que chaque Calédonien vive en paix, vive en sérénité et ait son avenir qui soit dégagé, nos enfants, nos petits-enfants à venir. Voilà, c'est ça ma conviction aujourd'hui et l'état d'esprit qui m'anime avant de partir à Paris. Est-ce que vous craignez que les indépendantistes, comme on a vu qu'ils l'ont fait un petit peu au moment des référendums, prennent un peu le temps, jouent la montre ou décalent les choses pour faire en sorte que finalement toutes ces discussions prennent du temps et n'aboutissent pas dans l'immédiat ou en tout cas sur un rythme que vous souhaiteriez? Écoutez, ça c'est une question qu'il faudra leur poser à eux, je ne l'espère pas, mais en tous les cas, l'État est aussi le garant des grands équilibres, donc ça sera à l'État, à un moment donné, de siffler la fin du match et de la récréation. Je veux dire, on doit avancer, on le doit à chaque Calédonien d'avancer sur le statut de la Nouvelle-Calédonie. On ne peut plus rester dans cette instabilité et à bout de souffle, nos institutions sont à bout de souffle aujourd'hui, on ne peut plus en rester à ce stade. Vous voyez la difficulté sur la province des îles de voter son budget, regardez encore une fois une majorité contre une minorité hier au Congrès sur le budget. Il n'y a plus cette notion de partenaire que nous pouvions être avant. Il va falloir qu'on la retrouve à un moment donné, parce qu'il s'agit de l'intérêt général et de nos populations avant tout. Oui, c'est la question que j'allais vous poser, parce qu'il y a encore des lignes de fracture, on le voit bien au sein des institutions, c'est vrai au gouvernement, c'est vrai ailleurs, c'est vrai au Congrès. Est-ce que
ces tensions qui existent sur les collectivités territoriales, elles vont aussi se retrouver au moment des discussions. Est-ce que vous pensez que ça peut aussi peser? Mais on est une Nouvelle-Calédonie. On voit bien qu'il y a des fractures quand même fortes aujourd'hui. Bien sûr, mais lorsque vous avez des tensions politiques, elles se ressentent dans l'ensemble des institutions. Après, moi, je vais parler pour moi. Moi, je considère que le gouvernement, l'État tel qu'il fonctionne aujourd'hui, est une institution totalement à bout de souffle et qu'elle ne peut plus fonctionner comme ça. C'est plus possible. Je vous dis, c'est juste des batailles de pouvoir au gouvernement pour qui sera le président. Enfin, il faut vraiment changer la donne et avoir... On est 270 000 habitants. Peut-être peut-on faire un système institutionnel qui n'est pas une usine à gaz, mais qui est pragmatique, en proximité, d'où les provinces, les communes, en tête de pont, de manière à vraiment solutionner les vrais problèmes des Calédoniens. Alors revenons un instant, si vous le voulez bien, Virginie Ruffnac, sur l'adoption hier par les élus du Congrès du budget 2023 de la Nouvelle-Calédonie. Votre groupe politique a voté contre, tout comme les autres groupes non indépendantistes. Qu'est-ce que vous reprochez à ce budget ? Plusieurs choses. D'abord, son caractère d'insincérité, puisque ça a été très largement dit par nos collègues au Congrès. Effectivement, de nombreuses dépenses essentielles. On pense à Enercal, on pense aux comptes sociaux, n'y figurent pas. Donc vous pouvez dire que vous équilibrez, mais si vous ne mettez pas toutes les dépenses, en vrai, c'est pas sincère. Qui ne sont pas considérées comme des dépenses obligatoires. Oui, mais en fait, elles le sont, parce que comment on fait si jamais Enercal, on ne solutionne pas le problème? Enfin voilà. Donc d'une part, et puis ensuite le refus d'affirmer qu'on ne peut pas aujourd'hui équilibré, sans l'aide de l'État. Alors, cette aide de l'État, moi, je la demande depuis longtemps. Dans les débats encore hier au Congrès, elle a été quasiment unanimement demandée, mais à la condition, parce que moi, je comprends l'État aussi qui ne veuille pas aider la Calédonie, que nous fassions le travail pour assainir la situation sur nos comptes sociaux. Et je vous l'annonce, notre groupe déposera sur le bureau du Congrès un texte, et sans doute peut-être en travail collaboratif avec le groupe des loyalistes, d'économie de notre système de santé et de protection sociale, de façon à ce qu'on ne soit pas uniquement, comme les textes aujourd'hui qui sont sur le bureau du Congrès, à taxer les Calédoniens. Vous savez, je le dis souvent, mais dans un foyer, quand les comptes sont déséquilibrés, on commence par faire des économies, à réduire un petit peu la voilure, sans pour autant déshabiller l'hôpital public, etc. Mais il faut faire des économies, il y a des doublons, il y a des possibilités d'économies. Il faut changer notre gouvernance. Vous vous rendez compte, les inspecteurs de l'IGAS, ils sont venus il y a quasiment 4 ans. Ils avaient fait un grand nombre de préconisations. Qu'avons-nous mis en place dans les préconisations qu'ils faisaient? Aucune. Ils souhaitaient une autorité indépendante de régulation pour notre système de santé, etc. Rien n'a été fait. Donc voilà, je pense qu'il y a d'autres méthodes et c'est la raison aussi pour laquelle nous n'avons pas voté ce budget. Et est-ce que le texte que vous allez déposer sur la réforme des comptes sociaux, si j'ai bien compris, c'est ça, a vocation aussi à être discuté dans cette nouvelle commission spéciale qui a été créée? Bien sûr, c'est notre volonté. Moi, j'ai insisté à la fois auprès de Midatu Kumoli, du président du Congrès et de nos collègues élus au Congrès pour que cette commission, bien sûr, n'examine pas que les textes du président de l'éveil océanien, mais examine aussi les autres textes qui se rapporteront à nos comptes sociaux. Et effectivement, on a de toute façon tous convenu qu'il y avait 3 piliers. 1, les économies. 2, le changement de la gouvernance. Et 3, évidemment, les recettes fiscales à prélever, adaptées à cette situation. Mais plus on fera des économies, moins on aura besoin de prélever au niveau des recettes fiscales. C'est l'équilibre à trouver. Face à ces difficultés politiques au sein des institutions que vous avez évoquées, il y a une question qui revient assez régulièrement, celle de savoir s'il faut ou non faire tomber le gouvernement. Gérald Darmanin a annoncé que les provinciales auraient probablement lieu en 2024. Ça veut dire que d'ici là, finalement, c'est pas la peine de changer les choses? Il va y avoir 1 an ou un peu plus où on va continuer comme ça en Nouvelle-Calédonie? Pour ce qui est de notre groupe, mais aussi de notre mouvement, le Rassemblement, notre priorité absolue, ce sont ces discussions d'avenir. On espère qu'à nouveau on retrouve un climat de confiance dans le cadre de ces discussions d'avenir pour dresser encore une fois des perspectives pour tous les Calédoniens. Donc je ne vois pas trop, moi, immédiatement, alors que dans effectivement un peu plus d'1 an, on aura de nouvelles élections qui, là, pourront remettre les compteurs à zéro. Je ne vois pas trop l'intérêt d'aller faire tomber le gouvernement dans un contexte de cette nature. Mais vous savez, je dis ça et en même temps, c'est pesant ce que l'on vit au Congrès, parce que quotidiennement, c'est une majorité qui s'impose à nous. On a regretté, notamment aussi sur le sujet du RUAM et des comptes sociaux, de ne pas être écoutés. C'est cette impression qu'on a. Donc, pour moi, l'état d'esprit n'est pas là. J'espère que ces discussions pourront remettre du lien, pourront remettre un autre état d'esprit. En tout cas, c'est l'aspiration. Et c'est en tout cas, moi, ce que je crois qui peut permettre aux Calédoniens de retrouver des perspectives. Virginie Ruffnac, vice-présidente du Rassemblement, chef du groupe Avenir en Confiance au Congrès. Merci d'avoir été l'invité de ce magazine Transparence, qui sera évidemment rediffusé comme chaque semaine dimanche soir après le journal de 17h45. Je vous souhaite une belle journée.